Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième partie de mon top 10 de mes vaisseaux préférés de Starfleet. Sans plus tarder, voici le numéro 5. Le Akira Class débute ce top 5. Premièrement, c'est nommé après un anime vraiment nice. Excusez l'expression. Et si on regarde le modèle, mais quel modèle! On voit vraiment l'allure beaucoup plus futuriste, beaucoup plus d'attaque. On sent l'offensive dans ce navire-là. Il a été introduit notamment dans Star Trek First Contact contre le cube Borg. Et on voyait quand même son efficacité au combat. C'est un vaisseau rapide et bien armé. On va le voir plus tard, évidemment, aussi dans le Dominion War. Et moi, c'est vraiment son allure, là, beaucoup plus futuriste, beaucoup plus agressif, qui fait en sorte que c'est une des classes de navires préférées et qui se retrouve donc au numéro 5. Je dois au moins introduire ce navire dans mon top 5 et j'ai décidé d'y aller avec la version refit, comme on peut dire en anglais, du Constitution Class. Oui, donc je vais introduire là-dedans évidemment le A. Personnellement, c'est l'Enterprise A qui est mon navire préféré au niveau de l'Enterprise A ou l'original. Il y a quelque chose de classique, il y a quelque chose qui respire la tradition navale dans ce navire-là. Il y a les allures qui sont intéressantes aussi au niveau de sa conceptualisation, beaucoup plus modernisée. Encore aujourd'hui, je trouve qu'à l'écran, c'est pas un navire qui est nécessairement déclassé. Je trouve que c'est encore un navire qui paraît très bien et qui aurait pu même être utilisé presque dans son entièreté comme modèle pour la version des films du Kelvin Timeline de J.J. Abrams. Mais bon, ça c'est un autre sujet pour un autre jour. Ah, le Galaxy Class, la classe, le confort, Counselor Troy. euh, Bref, le Galaxy Class, on a tous déjà rêvé d'y être. Évidemment, dans les fonctions d'un officier de Starfleet. Et c'est peut-être la série qui nous a inspirés, certes, mais l'aspect visuel de ce navire-là, là aussi, est très intéressant. On a pu, sur cette saison, explorer quand même plusieurs parties de ce navire-là. Et c'est littéralement une ville qui se promène dans l'espace. Bon, le problème avec ça, c'est aussi qu'il y a des enfants et des familles. En soi, c'est pas une mauvaise idée de pouvoir permettre à des officiers de Starfleet d'être près de leur famille, parce que sinon, c'est très long avant qu'ils puissent les revoir. Mais il faut aussi penser que l'espace en soi, ben, il y a beaucoup d'éléments qui font peur, comme nous rappelle si bien Q avec notre petite rencontre avec les Borg. Donc, il y a des dangers. Et ces jeunes enfants et ces civils qui sont sur le Galaxy Class, et bien que le vaisseau soit puissant, ne sont pas nécessairement protégés de tous les dangers. Et évidemment, lors de Star Trek The Next Generation plus particulièrement, on va voir que cette réalité-là est aussi présente sur d'autres navires. Sinon, dans le cas du Galaxy Class, on va le voir de façon très présente dans Deep Space Nine, dans le Dominion War, on va vraiment voir la puissance du Galaxy Class et on va en voir plusieurs. Donc, je me rappellerai toujours de la fameuse bataille pour reprendre Deep Space Nine où on a vraiment une aile complète de Galaxy Class qui élimine des vaisseaux cardassiens. Donc, c'est une scène épique. Et malgré ces boucliers puissants, par contre, malgré un armement très intéressant et une présence imposante sur un champ de bataille, j'ai toujours trouvé quand même que c'était un navire qui pouvait être fragile au niveau notamment de son warp core. On voit Jordi souvent être pas mal nerveux en situation de combat, là. Et d'ailleurs, c'est ce qui va amener la fin de ce navire.
2, le Sovereign Class. Et oui, on voit qu'un seul modèle dans les faits, c'est l'Enterprise E. Et malheureusement, on ne le voit pas, tant qu'à moi, assez longtemps et assez souvent. Contrairement à l'Enterprise D, où on a vu quand même pendant 7 saisons et un film, eh bien, l'Enterprise E, on le voit seulement pendant 3 films. Heureusement, là-dedans, pour chacun des films, il y a des scènes de combat. Donc, je vais axer évidemment mes observations beaucoup plus là-dessus. Les performances de combat du Sovereign Class sont vraiment, vraiment de très haut standard. On peut le voir, notamment, les boucliers être extrêmement efficaces contre le cube Borg dans Star Trek First Contact. On va le voir aussi dans le combat dans Star Trek Nemesis que malgré être fortement désavantagé au niveau de l'armement, l'Enterprise E va réussir à quand même résister aux attaques donc du navire rémien. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce qui fait en sorte que l'Enterprise E se retrouve au numéro 2, c'est ses performances au combat. Évidemment, son allure physique aussi est très intéressant, un peu dans la tradition de l'Akira Class. On retrouve un vaisseau qui est vraiment militarisé, avec une allure allongée, beaucoup plus que l'Enterprise D, que le Galaxy Class. Avant de passer au numéro 1, on va souligner le fait qu'il y a des absents de la liste. Donc, en premier lieu, il y a l'Intrepid Class, donc dont le USS Voyager fait partie. Je ne l'ai pas mis dans la liste parce que, pour être très honnête, j'ai jamais vraiment aimé le design. J'ai toujours trouvé que ça ressemblait à une espèce de beluga échoué. Je peux comprendre pourquoi il y a des gens qui l'aiment, par exemple, notamment les nacelles qui peuvent bouger, qui sont quelque peu mobiles là, pour passer à la vitesse de warp speed. Et sinon, on ne retrouve pas aussi le NX Enterprise, donc de la série Enterprise. J'ai toujours trouvé que le design intérieur était très intéressant. Ils ont vraiment pensé à beaucoup d'éléments qui situaient la technologie à l'intérieur du navire à bonne place au niveau de l'époque. Mais j'ai toujours trouvé que l'extérieur du navire avait des allures beaucoup trop avancées. Il me fait beaucoup trop penser à l'Akira Class pour le situer correctement dans cette époque-là. Mais ça, c'est juste mon opinion personnelle, évidemment. Vous avez aussi noté qu'il n'y a aucun vaisseau de la nouvelle série Discovery. Comment pourrais-je dire? Peut-être un sujet pour une autre fois. Bref, on s'en reparle. Hein? Et le numéro 1 de ma liste personnelle de mes vaisseaux favoris de la Fédération, c'est le Defiant Class. Et oui, dont fait partie évidemment le USS Defiant. Quel navire! Peut-être petit, certes, mais tout un vaisseau de combat vraiment, vraiment axé sur l'offensive. D'ailleurs, c'est souligné qu'à son premier essai, il a failli se détruire lui-même tellement qu'il était puissant. Donc, c'est vraiment, je trouve, comment je pourrais dire, le Deus Ex Machina qu'on va utiliser à toutes les sauces au niveau de Deep Space Nine. Mais des fois, ça peut énerver dans un épisode de Star Trek. Dans le cas de Deep Space Nine, ça va beaucoup mieux servir la série. À partir du moment où le Defiant apparaît, l'ensemble de la série va changer de ton, va changer aussi d'arc d'histoire. Ça va vraiment devenir, pour moi, à partir de l'apparition du Defiant, des épisodes très 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 intéressants à me regarder, à visionner, et c'est là que ça a décollé vraiment Deep Space Nine tant qu'à moi. Auparavant, c'est pas que c'était mauvais, mais ça se cherchait encore un peu d'après moi. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ma liste personnelle des vaisseaux favoris de Starfleet. N'oubliez pas de vous inscrire à la page, c'est sûr que ça nous aide beaucoup, ça nous permet d'être mieux connus. Et sinon, j'espère que vous avez surtout apprécié notre initiative et j'espère vous voir en plus grand nombre la prochaine fois. Au revoir!